Bonjour à tous, je vois que des personnes sont déjà connectées, donc le webinaire va évidemment démarrer dans quelques instants, le temps que tout le monde puisse, enfin tout le monde en tout cas, un maximum de personnes puissent se connecter. Donc la thématique du jour, nous sommes sur une mission complémentaire ou une mission d'appel que vous pouvez proposer concernant notamment tout ce qui touche à l'optimisation de la rémunération d'un dirigeant, les charges sociales, enfin tout ce monde peut être encore un peu flou pour vous. Et j'ai la chance d'être accompagnée d'Olivier Bourbier qui nous vient de Rouen, spécialement pour ce webinaire. Donc vous verrez à l'écran dans quelques instants. Donc je vois que des personnes arrivent. J'espère que tout le monde est bien assis dans son fauteuil, bien installé, que le son fonctionne, que tout arrive. Donc là, vous voyez la première slide qui déroule en fait le programme que nous allons aborder dans ce webinaire. Voilà, je pense qu'on va démarrer. Donc voilà, j'ai l'impression que la majorité des gens sont là, donc on va démarrer. Donc voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui va parler des consultants, évidemment, et de leur métier. Et pour cela, j'ai invité Olivier Bourbier pour ce webinaire. Donc avant de démarrer simplement le programme, donc on est en 4 parties et on va traiter du sujet de la réduction des charges sociales qui peut être pour vous une super porte d'entrée, en tout cas une super mission d'appel pour attirer un nouveau client ou pour entrer dans l'entreprise d'un nouveau client. Donc 4 parties, je vous le disais. Premièrement, eh bien, on va se présenter quand même, Olivier et moi. Ensuite, c'est Olivier qui prendra la plupart du temps de parole d'aujourd'hui. Donc, avec premièrement un constat donc sur son métier d'optimisation de la rémunération et des charges sociales. Ensuite, il parlera de la détection, c'est-à-dire comment détecter ce type de mission chez vos prospects et vos clients. Et enfin, quel est votre rôle, vous, de consultant, ou en tout cas, quel peut être un de vos rôles dans ce type de mission. Pour finir, trois choses. Ce webinaire durera 45 minutes. Vous aurez à l'issue de ce webinaire, évidemment, le support PowerPoint qu'on va vous envoyer. Et vous avez normalement reçu un email en amont qui va vous permettre de poser vos questions en fait en ligne, auxquelles nous aurons le plaisir de répondre par la suite. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'était donc les slides. Et troisième point, donc Olivier, on se connaît bien puisque ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Donc, je vais le tutoyer, si vous me permettez. Voilà, donc tout au long de ce webinaire. Donc, on passe tout de suite à la partie présentation. Alors, pour ma part, je me présente juste rapidement pour ceux qui n'auraient encore jamais vu de webinaire que nous avons eu le plaisir de faire. Eh bien, je m'appelle Odile Olivier, je dirige la société Valpolis, qui est une entreprise alsacienne fondée en 2007. Nous travaillons principalement pour les petites entreprises et nous leur prodiguons en fait des conseils par le biais de missions qui sont directement vendues par nos soins. Donc nous avons vendu pour plus d'1,8 million € de missions. Et en fait, les missions sont réalisées par des intervenants qui sont en fait des consultants en démarrage, des consultants en développement, des avocats, des experts comptables. Et notre objectif, c'est d'apporter une réponse de qualité aux créateurs et chefs d'entreprise. Et j'ai avec moi Olivier Bourbier, donc je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc effectivement, comme le disait Odile, Olivier Bourbier. Donc j'ai créé mon cabinet qui s'appelle Institut Rémunération en 2006. Je suis exclusivement orienté sur le dirigeant de la TPE-PME et mon métier, on le verra tout à l'heure, est très simple. Il a pour objectif de baisser les charges sociales du dirigeant, dit autrement, comment optimiser son système de rémunération. Le chiffre d'affaires courant est de l'ordre de 160 000 € d'honoraires, en sachant que pour l'instant, ma structure n'emploie pas de consultant, je suis le seul. Donc l'idée de ce webinaire, c'est de vous montrer qu'il est possible de développer du chiffre d'affaires orienté ou organisé à travers la captation d'honoraires de manière assez efficace et surtout de manière différenciante. Alors justement, comme tu dis ça, il y a juste un élément que j'aimerais souligner avant de passer à la slide suivante, et une expression que j'aime bien, c'est qu'en fait, pour se différencier, justement, Olivier dit souvent, il y a ceux qui s'occupent des entreprises et il y a ceux qui s'occupent des dirigeants. Et en fait, toi, tu t'occupes pas forcément des entreprises, mais du dirigeant. Oui, en fait, le constat, on le verra tout à l'heure, je travaille énormément avec les cabinets d'expertise comptable et ils ont la faiblesse ou l'honneur de reconnaître qu'ils sont plutôt organisés pour
appréhender le chiffre par l'entreprise. Donc, dit autrement, c'est qu'ils vont être à l'aise sur tout ce qui est ratio, tout ce qui est données brutes de l'entreprise. En revanche, ils se sentent un peu pauvres quand ils vont aborder le chef d'entreprise par rapport à son statut social, les périphériques à sa rémunération, le statut de son conjoint, bref, tout ce qui fait la composante directe du chef d'entreprise, indépendamment du chiffre de l'entreprise. Et c'est sur cette partie-là qu'on va s'organiser et axer notre point d'entrée pour avoir tout simplement un discours un peu différenciant, voire cheval de Troie, pour organiser la rencontre des chefs d'entreprise. Oui, c'est ça qui peut être un intérêt, c'est qu'en fait, la plupart du temps, vous êtes confronté à d'autres consultants ou des concurrents, ou même des confrères, ou même vous-même, hein, dans vraiment l'entreprise. Et là, pour une fois, on se dit, on va s'intéresser aux dirigeants. Donc voilà, moi je trouvais que c'était une bonne entrée en matière. Et on va tout de suite commencer par ce constat qui, à chaque fois que tu me le dis, me fait un peu, enfin, réagir. Parce que dans 8 cas sur 10, alors on peut faire quelque chose. Enfin, c'est quoi le truc? Oui, si on devait donner un pitch à l'intervention, la seule chose qui serait à retenir, c'est la promesse qui est la mienne ou qui est la nôtre, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'effectivement, dans 8 cas sur 10, il y a matière à baisser les charges sociales d'un dirigeant. Donc ça veut dire quoi? Si on baisse les charges, on dégage de la trésorerie, on dégage de l'optimisation de la rémunération que le dirigeant va soit utiliser en consommation, soit épargner, soit réutiliser dans un axe de développement. Et le 8 cas sur 10 est plus que confirmé, notamment par rapport à mon travail avec les experts comptables, où là aussi on pourrait se poser la question en disant mais pourquoi l'expert comptable n'est pas présent sur ce type d'approche, mais comme tu l'as évoqué tout à l'heure, il est spécialiste de l'entreprise, il est spécialiste du chiffre brut de l'entreprise, et la partie sociale est plutôt une partie un peu plus molle le concernant, et là-dessus, force est de constater qu'il n'est pas à l'aise, et on a un véritable boulevard devant nous pour appréhender ce type d'approche. Donc rassurons nos amis, du web. L'expert comptable n'est pas présent sur notre métier, on n'a pas de concurrent direct, il y a vraiment matière à travailler là-dessus et on va expliquer comment on pratique. Donc là, ça veut dire que les gens qui sont en train de nous regarder, parce que là on a des personnes qui nous regardent, alors ils sont une centaine ou une cinquantaine ou 150, ça veut dire que pratiquement 80% d'entre eux finalement. Et pourtant, ce sont des consultants, des gens qui ont pris des renseignements, qui sont peut-être proches d'experts comptables, de conseillers en gestion de patrimoine et autres personnes qui, a priori, pourraient nous aider dans la constitution. Et même eux, ils se font avoir. Ça veut dire que je pense qu'autour là, des gens qui nous regardent, il y a des gens qui ont le mauvais statut, quoi. C'est ça le. Si on avait si on va jusqu'au bout de ton raisonnement et qu'il y avait un pari à faire, je pense que 8 webinaires ou 8 observateurs sur 10 seraient concernés par ce qu'on va voir. Et l'objectif, c'est de leur montrer que même eux seraient les premiers concernés par ce que l'on va voir. Et à partir du moment où on est concerné à titre personnel, ça devient déjà beaucoup plus évident d'en parler aux autres. La question, comme tu l'avais déjà évoqué dans d'autres interventions que j'ai eu l'occasion de regarder, c'est effectivement de poser les bonnes questions pour identifier les bons problèmes et d'apporter la bonne solution. Encore faut-il poser les bonnes questions. D'accord, là c'est justement l'objet de la slide suivante. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on se côtoie avec Olivier et il me parle toujours de ces fameuses 15 questions qui permettent d'identifier ça. Et 15 questions, déjà, ça me paraît peu, en fait, parce qu'on a un sujet qui quand même est compliqué, en tout cas qui paraît compliqué. Pour moi, c'est certain, et je pense pour certains qui nous regardent. Et on se dit, en 15 questions, on identifie des pistes avec des montants parfois extraordinaires de ce que j'ai pu constater. Donc, dis-moi. Alors, on reprend le constat et le pitch de départ, c'est effectivement de dire que dans 8 cas sur 10, il y a matière à identifier si un dossier est éligible à du conseil ou non. Et pour identifier si ce dossier est éligible à du conseil ou non, il convient de le passer au crible d'une quinzaine de questions. Et ces questions, on le verra, permettront d'identifier très rapidement les pistes de réflexion. Et l'objectif, dans un monde parfait, c'est de pouvoir se positionner par rapport à une promesse chiffrée, de dire mes perspectives de gain sont de temps, mais également d'avoir des pistes de réflexion, donc on sera plus sur le message, où on va identifier des pistes à travailler qui feront l'objet de la rédaction d'une étude ou l'accompagnement pour la mise en œuvre des préconisations qui vont être faites, donc qui font l'objet des travaux qui pourront être réalisés par des consultants ou par des personnes qui voudraient éventuellement se spécialiser dans ce métier en plein essor. Donc, pour résumer, 8 cas sur 10, possibilité d'optimiser,
Pour identifier si un dossier est éligible ou non au conseil, on va le passer au crible d'une quinzaine de questions. D'ailleurs, on a développé des outils ensemble là-dessus, et on y reviendra tout à l'heure. Des outils nous permettront également de nous aider dans la capacité à identifier ces dossiers. Et une fois que les dossiers sont identifiés, se posera la question derrière du traitement par le chiffre et le message pour aller faire de la restitution ou de la proposition de mission. Mais est-ce que, alors avant de passer à la suite, moi je m'interroge parce que j'imagine que c'est une question qui se pose à des personnes qui nous regardent. Si c'est si simple, ces 15 questions, pourquoi les experts comptables, je reviens avec ça, mais parce que vraiment c'est un vrai sujet, je pense. Pourquoi les experts comptables ne le font pas, c'est si simple, 15 questions? En fait, c'est quand tu participes au congrès des experts comptables, le dernier étant à Bruxelles l'année dernière, on s'est posé nous aussi la question en disant mais il suffit de faire des extractions automatiques, de dire voilà, on remplit un champ de questionnaire. Ce champ de questionnaire, on va voir les grands éditeurs, donc les grands éditeurs de logiciels de compta qui nous disent voilà, nous on travaille avec tous les experts comptables, on propose du logiciel leur permettant de réaliser leur cœur de métier, leur ADN de production qui est la production pour caricaturer de bilans et d'analyse de ces bilans. Et se pose la question de se dire est-ce qu'on peut y agréger nos champs à nous nécessaires à la rédaction ou l'émission de synthèse permettant d'identifier des pistes. Et là, la question est posée aux éditeurs qui nous disent simplement mais on n'en a pas besoin, ils n'en ont pas besoin puisque ce n'est pas nécessaire à la production de leur chiffre d'affaires. Dit encore autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le simple fait de se limiter à leur cœur de métier, qui est celui du chiffre de l'entreprise, leur permet de générer le chiffre d'affaires nécessaire à la réalisation de leurs objectifs. Donc, entre guillemets, pourquoi s'embêter à aller rajouter des données sur lesquelles cela ne correspond pas à leur champ de compétences naturelles ou le cœur de métier? Mais tu le trouves également chez beaucoup de consultants qui ont accès à de l'information pure et brute du chef d'entreprise, date de naissance, statut du conjoint, mais sur lequel on ne va pas prendre le temps d'aller poser la question au chef d'entreprise parce que ça ne va pas, a priori, servir ta cause. Donc, je travaille d'abord en tant que consultant ou en tant qu'expert comptable le métier pour lequel je suis identifié comme étant producteur de valeur ajoutée, et toutes les composantes alternatives ou les composantes de renfort, je ne vais pas les chercher parce que pourquoi aller les chercher? Ça ne sert pas ma cause. D'accord, donc là on peut être à l'aise, quoi. On peut être à l'aise, on n'est pas en frontal avec des experts comptables, on n'est pas, voilà, on peut, parce que je sais que c'est souvent une thématique qui revient, hein, c'est compliqué quand on est consultant déjà pour démarrer, mais si en plus on se retrouve confronté aux experts comptables ou à une profession qui, voilà, dont c'est le métier, c'est encore plus compliqué, de par aussi leur pouvoir de prescription et l'image qu'ils peuvent avoir auprès des chefs d'entreprise. Mais si on est, en fait, si on n'est pas en confrontation avec eux, mais finalement plus en appui, parce que finalement on les aide à trouver des pistes, voilà, on peut être à l'aise, quoi. Je vais même plus loin, Odile. C'est par le biais des applicatifs que toi tu as développés avec tes outils d'identification d'études ou de missions potentielles. L'objectif qui est le nôtre, hein, on ne s'en cache pas depuis 4 ans, c'est d'évangéliser la population sur la thématique qui est la mienne et qu'on va évoquer, et de dire que de plus en plus, on va éveiller les consciences à ce métier du social et ce métier il y a un espace libre qui n'est pas occupé. Donc à un moment donné, fondamentalement, les experts comptables vont prendre également conscience qu'il y a une obligation quelque part d'apporter ce type de conseils auprès de leurs clients, mais ils ne sont pas organisés pour. Néanmoins, l'expert comptable ne peut pas se positionner en défaut de conseil, ne peut pas ne pas être présent sur ce type de questions, puisque à terme, les questions lui seront posées par le client. Et puis, mine de rien, enfin, tu es bien placé pour le savoir, tu es dans une logique où tu observes une logique d'ubérisation du métier d'expertise comptable, comme dans beaucoup d'autres métiers, qui font qu'aujourd'hui, de plus en plus d'experts comptables vont gagner du temps par rapport à la production de chiffres traditionnels. Ce temps va permettre théoriquement à leurs collaborateurs d'identifier des nouvelles missions qu'ils vont pouvoir proposer à leurs clients, donc théoriquement du chiffre d'affaires supplémentaire. Question, qu'est-ce qu'ils vont proposer et comment ils vont faire évoluer leur propre métier et la propre compétence de leurs collaborateurs? C'est la question que moi je rencontre tous les jours quand je vais les voir. On dégage du temps, on pense qu'on sait faire et la partie sociale devient une composante bicéphale par rapport au chiffre brut de l'entreprise et par rapport à la nécessité de s'intéresser au chef d'entreprise. Le problème, c'est que même en interne, ils n'ont pas les compétences pour le faire. Donc s'ils n'ont pas les compétences, il faut les trouver ailleurs. Les trouver ailleurs, ce sont nos amis qui nous regardent ou après des développements de métiers comme typiquement le mien.
Très bien, donc là ça veut dire qu'on a un champ libre, on est tranquille, on est à l'aise, on peut y aller. Donc avant de passer à la slide suivante, vous voyez qu'on parle d'outils dédiés, donc Olivier tu en as parlé, tu as évoqué le sujet, donc juste avant de passer à la slide suivante, qu'est-ce qu'on entend par outils? Donc là c'est plus des outils qu'on a développés aussi en commun. Donc on a développé une application qui s'appelle Rému+, que vous retrouverez dans l'espace service et en lien avec IDIL. On a développé, alors nous-mêmes on a développé IDIL, mais dans le détecteur de missions, nous avons bien sûr intégré toutes ces missions sociales, enfin pas toutes, mais enfin une bonne partie des missions sociales qu'on va aborder tout à l'heure, donc dans cet outil-là, dont l'inscription est complètement gratuite, donc tout le monde peut y aller. Et enfin des formations, donc des vidéos de formation qui sont disponibles et des formations présentielles que tu animes et que, voilà, que j'ai le plaisir d'organiser pour les gens avec qui nous travaillons. Voilà, on va tout de suite passer à la suite. Alors, là, on est dans le vif du sujet. Là, on parle de ces fameuses questions. Et là, je vais te laisser vraiment la parole, parce que ça, c'est vraiment ton métier. On a d'ailleurs le paperboard. Je te laisse y aller. Montre-nous ce qu'est ton métier. Alors, le métier, c'est simple. On a évoqué le fait qu'il y avait une quinzaine de situations ou une quinzaine de questions qui permettaient d'identifier si un dossier était éligible ou non à du conseil. Et puis, bien évidemment, on se rappelle la promesse qu'on a fait en préambule avec Odile, qui est de dire que éventuellement vous-même pouviez être concerné par la situation d'optimiser votre statut social, le statut du conjoint. Donc, on va de manière très caricaturale identifier une cinquaine, ça ne se dit pas, mais 5 situations bien spécifiques qui sont un peu caricaturales, mais qui permettent de jeter les bases de ce qui peut être évoqué. Première situation, imaginons que vous soyez confronté à un chef d'entreprise ou auprès d'un expert comptable et on va aller traquer 5 situations bien particulières. La première situation, ça va être celui du statut juridique ou du statut social, puisque c'est le pendant du chef d'entreprise par rapport au fait qu'il soit en SAS ou en SARL. Donc la question, c'est tout simple, c'est est-ce que je me positionne en SASU ou est-ce que je me positionne en SARL ou en EURL? Mécaniquement, qu'est-ce qui va se passer? Si je suis en SASU, c'est peut-être votre cas pour certains d'entre vous, mon statut social ou le statut social qui serait le vôtre est celui de salarié ou d'assimilé salarié. Et bien évidemment, si vous êtes dans un statut de SARL ou de URL, notamment avec une détention de parts majoritaire, fondamentalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un statut de travailleur non salarié. Donc, première situation, et on verra les 4 autres derrière, c'est est-ce que j'ai intérêt à me mettre en SASU ou est-ce que j'ai intérêt à me mettre en SARL, en sachant que mon constat est le suivant, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise se posent la question de se dire je suis actuellement en SARL, le RSI me pose des problèmes, ou je suis allergique au RSI et j'aurai vocation, ou j'ai une tentation forte de repasser en SAS. Pour ça, un simple schéma permet d'expliquer bien souvent ce qui relève de l'inexplicable. Je m'explique. Pour ceux qui ont déjà vu la présentation sur la vidéo, je reprends le mode opératoire, mais c'est ce mode opératoire qui, à force d'être répété, vous permettra d'être à l'aise par rapport à l'expert comptable ou par rapport à vos propres clients. Et en fait, le cas pratique, c'est de se dire, voilà, je suis confronté à quelqu'un qui est en SAS. Donc, imaginez que vous soyez en SAS. On va avoir le statut de la SAS avec le dirigeant qui a un statut de salarié versus le statut de travailleur non salarié. Alors, rien de magique dans ce que l'on va évoquer, si ce n'est que du chiffre bête et méchant, et ce chiffre va nous permettre d'aller à des conclusions qu'il conviendra d'expliquer simplement, mais qui auront le mérite de ne pas être contestables. Un salarié, comment ça fonctionne? Un salarié, entre 0 et 300 000 euros de salaire brut, va devoir s'acquitter de 60 à 65% de charges sociales. On va dire 60% dans le cas de figure du dirigeant, c'est-à-dire celui qui ne va pas cotiser au chômage. Et dans les 60% de charges sociales, on aura 20% de charges salariales, c'est-à-dire ce qui va transformer votre brut ou le brut de votre client en net, plus 40% de charges patronales. D'un point de vue calculatoire, que va-t-il se passer? Prenons l'exemple de quelqu'un qui a un salaire brut de 60 000 euros. Ce salaire brut de 60 000 euros va donc constituer l'assiette qui va supporter à la fois mes charges salariales, mais également mes charges patronales. Le poids des charges salariales va faire qu'ici, je vais devoir m'acquitter de mes 20%, ce qui veut donc concrètement dire que mon net sera
de 48 000 euros net, d'accord, et que si j'applique le poids de mes charges patronales à hauteur de 40%, 60 plus 40, correspondra à un coût entreprise de 84 000 euros. Dit encore autrement, pour percevoir un revenu net de 48 000, il en coûtera à la société 60 000, nécessitera de réaliser un salaire brut de 60 000, coûtant à l'entreprise 84 000 euros. J'attire juste votre attention sur le fait que si on prend un référentiel net, c'est-à-dire que si je prends comme référentiel mon net ici, le poids des charges sociales sera de l'ordre de 75%. Sur la base d'un travailleur non salarié, le mode opératoire va être légèrement différent, puisque on va introduire une notion qui est la tranche marginale sociale, dit autrement le taux de charge appliqué sur la partie la plus forte de mon système de rémunération. On va avoir plusieurs segments. On va avoir le segment correspondant à mon niveau de rémunération de type BIC, BNC ou rémunération de gérant majoritaire compris entre 0 et 40 000 euros. Entre 40 000 euros et 160 000 euros, 160 000 à 200 000 et au-delà de 200 000. De manière triviale et pour faire simple, entre 0 et 40 000 euros, le poids des charges sociales pour un travailleur non salarié est de 50%. Sur la partie de son revenu, compris entre 40 et 160 000 euros, le poids des charges sociales n'est plus que de 30%. Au-delà, il sera de 22, voire 21 ici. D'un point de vue calculatoire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends le même référent, c'est-à-dire les 48 000 euros nets, on constate que les 48 000 euros correspondent à une partie appréhendée ou assujettie à taux à 50% et une petite partie à 30%. On retiendra, nous, un taux de charge sociale médian. Allons retenir 45%. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un net de 48 000 euros, le coût entreprise sera de l'ordre de 70 000 euros, sur lequel éventuellement, puisque chaque médaille a son revers, si ici je cotise un peu plus, que là, il y a fort à parier qu'il y a un peu plus de retraite ou de prévoyance. Arrondissons ici le fait d'aller compenser les carences de cotisation à hauteur de 74 000 euros, c'est-à-dire 70 000 plus 4 000 euros de cotisation dédiée à la fabrication de retraite ou de prévoyance. Qu'est-ce qu'on va constater? On va constater la chose suivante, c'est que en tant que salarié, je coûte 84 000 euros. Le poids de ma pression sociale calculée sur mon net, il est de 75%. Quand je suis travailleur non salarié, sur la base du même revenu net, de la protection sociale recomposée, je coûte 74 000 euros, c'est-à-dire un peu plus de 45% contre 75%. À partir de là, la question est simple, c'est de se dire, tous ceux qui sont dans cette colonne-là, ont-ils intérêt ou non à y rester, notamment par rapport au statut de travailleur non salarié? Et cette situation, elle est situation un peu tarte à la crème, puisque c'est la question qui m'est souvent posée. Pourquoi cette question m'est posée? Deuxième situation qu'on a évoquée. La première étant liée au statut social du dirigeant, donc au statut juridique de sa société. La deuxième question, c'est que bien souvent, il est préconisé par l'expert comptable ou les conseillers traditionnels de l'entreprise de dire « je vais passer en SAS parce que le dividende est moins pénalisant quand je suis en SAS que quand je suis en EURL ou en SARL, c'est-à-dire quand je suis travailleur non salarié. » C'est tout simplement une erreur de jugement et une erreur calculatoire. Deuxième cas de figure, c'est toutes les personnes que vous allez rencontrer qui sont en SARL, qui dégagent du résultat et surtout qui se versent du dividende. Pour faire simple, le dividende, quand on est travailleur non salarié de type SARL ou EURL, est confiscatoire s'il dépasse un certain montant. Ce montant, c'est quoi? C'est tout simplement 10% du capital social majoré des comptes courants d'associés, éventuellement majoré des primes d'émission. Concrètement, j'ai un capital social de 10 000 euros, je suis en SARL, je ne devrais pas dépasser en termes de versement de dividendes 10% de mes 10 000 euros, c'est-à-dire 1 000 euros. Donc si je ne me verse pas de dividendes, que vais-je prendre comme situation ou solution alternative?
C'est simple, je vais me verser de la rémunération, puisque cette rémunération va faire en sorte que plus je vais me verser de la prime, et plus cette prime va bénéficier d'un taux marginal social faible qui sera bien plus intéressant ou bien plus efficace que de percevoir sous forme de dividende. Donc on résume, première situation, statut juridique ou statut social, toutes les personnes qui sont dans le statut salarié ont tout intérêt à basculer en statut de travailleur non salarié, première situation. Deuxième situation, dans les situations qui peuvent éventuellement que vous pouvez rencontrer ou qui peuvent directement vous concerner, c'est ai-je intérêt à percevoir du dividende ou de la prime de gérance? Éventuellement, est-ce que j'ai intérêt à passer en SAS ou pas? La réponse est bien entendu non, parce que si je passe en SAS, je suis dans cette colonne-là, alors qu'on préfère être dans cette colonne-là. Mécaniquement, la deuxième situation, c'est de dire quoi? C'est de dire, le dividende, quand on est travailleur non salarié, est confiscatoire. Il est préférable de se prendre une prime. Et si nous avions, Odile, un peu plus de temps, j'aurai également l'occasion de le prouver par le chiffre, sans aucun problème. Et ça, on aura l'occasion de le renvoyer vers les vidéos et vers les formations. Troisième situation un peu alternative ou caricaturale, c'est le statut du conjoint. Peut-être, parmi vous, certains travaillent avec leur conjoint, et leur conjoint peut avoir un statut de conjoint collaborateur, ou d'autres peuvent avoir un statut de conjoint salarié avec feuille de paye, cotisation chômage. Première question à poser, c'est mon conjoint, s'il est salarié et qu'il cotise au chômage, est-ce que j'ai la certitude, oui ou non, qu'il est bien couvert ou il est bien éligible à une couverture chômage? Dit autrement, la seule question que vous allez être amené à poser à votre client ou à l'expert comptable, c'est monsieur l'expert comptable ou monsieur le client, je constate que votre conjoint travaille dans la société, qu'il a une feuille de paye et qu'il cotise au chômage. Question à poser, avez-vous un écrit du Pôle emploi qui confirme, oui ou non, que le conjoint est bien éligible à une couverture chômage? Faites le test, vous verrez que dans 99% des cas de figure, on vous répondra une formule de type je ne sais pas trop, effectivement, ou j'ai posé la question à mon collaborateur, mais force est de constater qu'on n'a jamais l'écrit du Pôle emploi confirmant. Donc là aussi, l'objectif, ce n'est pas de dire on a raison, on a tort, c'est d'être en situation d'avoir un discours alternatif, ayant vocation à faire des focus sur des points que personne ne traite, et que quand je suis confronté à quelqu'un dont le conjoint est salarié, je me retrouve dans la situation à lui poser la question ad hoc. Si le client a effectivement une réponse positive, il est dans le vrai, tout se passe bien. Si le client, malheureusement, se voit recevoir une lettre du Pôle emploi disant qu'il n'est pas couvert, ça veut dire que quelque part, mon approche alternative est en positionnement différenciant de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on peut faire. Et puis derrière, si le dirigeant voit son conjoint qui n'est pas couvert, il conviendra de éventuellement se positionner sur son statut. D'autres cas de figure, vous pouvez aussi avoir des conjoints qui ont un statut de conjoint collaborateur. Il n'y a rien de pire que le statut de conjoint collaborateur. Une fois de plus, nous aurions le temps de faire du calculatoire. Nous vous montrions que l'objectif, c'est de ne pas forcément laisser le conjoint dans ce statut de conjoint collaborateur, mais plutôt éventuellement, avec toutes les précautions cette fois-ci qui seraient nécessaires à la reconnaissance d'un lien de subordination, de faire en sorte que le conjoint puisse, en tant que salarié, avec un vrai contrat de travail, avec tous les éléments nécessaires à la reconnaissance par le Pôle emploi du lien de subordination, me permettre d'aller chercher les avantages de type abattement sur les bas salaires, CICE, et surtout tous les périphériques qui vont bien. Et puis, dans les questions assez récurrentes, aussi se posent des questions relatives à la retraite. Aujourd'hui, je reprends ton identificateur de mission dans EDIL. À la question de date de naissance de ton client ou du client de ton partenaire. À partir du moment où j'identifie que la personne a aux alentours de 55 ans, invariablement se posera la question de savoir est-ce qu'il aura à 62 ans tous les trimestres pour partir à la retraite, mais surtout est-ce qu'il est éligible à un départ anticipé pour carrière longue, c'est-à-dire est-ce qu'il n'aurait pas vocation à partir à la retraite dès 60 ans, ou est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à racheter des trimestres, bref, de faire en sorte que pendant la séquence qui serait éventuellement sa préparation de sa retraite ou le départ à la retraite, d'aller chercher un moment génialissime le concernant, c'est-à-dire la capacité à percevoir 100% de sa retraite plus 100% de ses revenus au moment du départ à la retraite. Et là, ça nous permet d'aller chercher des perspectives de gain ou d'optimisation qui sont juste
fondamentaux. Et puis après, les derniers cas de figure, ça va être les cas de figure de personnes peut-être nous concernant qui sont des professionnels du conseil. Donc, dernier cas de figure, c'est toutes les personnes qui sont à la CIPAV. 2 points focus à faire. Pour ceux qui sont en cotisation prévoyance, ce qu'il faut savoir, c'est quand on est à la CIPAV, on a 3 niveaux de cotisation, classe A, classe B, classe C. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes en classe A, B ou C? J'imagine que derrière votre écran, vous posez la question en disant « mais je n'en sais absolument rien, je ne sais pas de quoi parle ce garçon ». La réponse est que si vous ne savez pas répondre à cette question, c'est que vous êtes très certainement en classe A. Ça veut dire que vous avez 76 € de cotisation annuelle pour une ville protection sociale. Il suffit de passer en classe C pour augmenter votre capacité à bénéficier d'une protection par la CIPAV multipliée pratiquement par 5 ou 6, le coût faisant que ça passe de 76 € à 380 € par an. Faites un point là-dessus. Et un deuxième point, quand vous êtes CIPAV, sachez qu'un euro de rémunération supplémentaire à la hausse ou à la baisse peut faire varier votre appel de cotisation retraite de manière plus que significative. Je te prends un exemple. Quelqu'un gagne 83 060 000 €. 83 060 000 €. Le niveau de sa cotisation au titre des cotisations obligatoires va être de l'ordre de 8 000 €. Tu déclares 83 061 €. Ton niveau de cotisation passe de 8 000 à 14 000 €. Objectivement, qui regarde ça, qui traque cette information? Personne. Et on a des dossiers comme ça à foison sur lesquels il suffit de poser la question. Et quand tout à l'heure tu expliquais le fait qu'on a créé l'outil IDIL et REMU+, le constat est assez simple. On fait les formations, tu as 15 questions. Il ne faut pas se voiler la face, j'étais consultante et tu sais ce que c'est que le milieu des consultants. On va retenir pendant 72 heures les 15 questions. 72 heures après, tu vas en oublier, t'en restera 10, il t'en restera quoi? 8 au final, tu ne sais plus les poser, tu n'as pas envie de t'exposer, tu n'y vas pas. Là, on a le mérite de les avoir ordonnés et structurés à travers un outil. D'ailleurs, oui, j'en profite pour dire que, évidemment, pendant 45 minutes, nous ne pouvons pas aborder tous les sujets. Vous voyez bien que finalement, on pensait qu'on parlait d'une seule mission, mais on voit qu'il y en a beaucoup plus que ça. Puis il y a le RSI aussi, je sais qu'on en a discuté encore hier soir, cette histoire de RSI. Oui, le RSI, c'est là aussi... le RSI, il ne faut pas être allergique au RSI. On va vous donner l'antihistaminique permettant de dire à un client par rapport à ce qu'on évoque, si je sais que je vais payer 50% ou 30% de charge, quand moi je fais ma déclaration de TVA, vous le faites également, ça ne vous choque pas, votre expert comptable vous demande votre chiffre d'affaires et tous les mois, il va payer ou il va vous demander de payer votre TVA. Qu'est-ce qui empêche d'organiser à travers tes consultants ou à travers les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, des missions de type accompagnement ayant vocation à dire, tous les mois ou tous les 2 mois, je demande à mon client de savoir combien il a gagné pour lui faire provisionner les 50 ou les 30% de charges. Il n'y a rien de plus facile pour que dans la foulée, il n'y ait plus cette incompréhension du mécanisme totalement ubuesque des appels de cotisation avec provision, régularisation, provision de départ, enfin bref, des trucs qui sont juste incompréhensibles pour le commun des mortels. Et là-dessus, bien entendu, on peut se positionner en accompagnement. Encore faut-il être à l'aise là-dessus, d'en parler. Justement, là, ça va être la suite. Donc concrètement, pour vous, en tant que consultant, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on voit que grâce à Olivier, on a en fait un champ énorme de conseils et de missions à apporter. Et en plus de la mission, ce que j'appelle moi la forte valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que, déjà, personne ne le fait, donc on est effectivement dans cette case différenciante. On s'intéresse au chef d'entreprise et non plus à son entreprise comme tous les autres. Et de 2, parce qu'on lui fait vraiment gagner de l'argent et sur des choses qui lui ne l'intéressent pas du tout. C'est pas du tout son monde. Peut-être vous, ça ne l'était pas avant, mais finalement, à force de côtoyer Olivier, c'est devenu aussi un petit peu le mien. Il y a des outils pour ça, vous les aurez dans tout l'email qui va récapituler le webinaire, donc où ça se trouve, les 15 questions, IDIL, les inscriptions et tout ça, tout va être résumé dans un email. Mais avant de passer à l'email et à terminer ce webinaire, il y avait encore 2 points que je voulais aborder. Un, c'était du coup, quand on est consultant, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Et de 2, on verra tout à l'heure comme on travaille ensemble, juste de nous toucher quelques mots là-dessus sur la collaboration. Mais d'abord, je suis consultant, je suis en train d'écouter le webinaire, je travaille ou pas avec IDIL, ça c'est peu importe. Qu'est-ce que je peux faire parce que ce sujet m'intéresse? Alors là-dessus, là aussi, en ayant travaillé sur d'autres partenariats avec d'autres consultants émanant de tes équipes en phase test, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté en fait qu'il y a 3 séquences réellement identifiables ou identifiées. La première séquence, c'est
la capacité à identifier. Donc en gros, on va appeler ça le lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte, c'est lequel? C'est celui qui va juste prendre le temps, quand il est confronté à son propre client, dans son propre cœur de métier, de poser les questions supplémentaires qu'on évoquait en préambule de notre échange, en disant, voilà, qu'est-ce qui m'empêche, quand je viens te voir pour faire mon cœur de métier, de demander ta date de naissance, de savoir si tu es marié, pas marié, si ton conjoint travaille ou pas. Bref, toutes les questions relatives à la séquence que l'on a déterminée ou qu'on a organisée dans nos outils. Et en fonction de ça, si les réponses permettent de détecter des situations, là, je suis identifié comme étant un lanceur d'alerte, c'est-à-dire que je fais connaître à tes équipes ou à moi la situation propice au conseil, et là-dessus, il y a un mode opératoire qui fonctionne, un mode économique bien décliné. Donc, le premier, c'est quelque part le lanceur d'alerte, celui qui va être en capacité d'identifier. Une fois qu'un dossier est rendu éligible, la question, là maintenant, c'est de traiter ou de rédiger les préconisations. Et là, Odile, je vais pas te cacher que là, ça devient un vrai métier. Oui. D'accord? Donc, si ça devient un vrai métier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas s'improviser spécialiste. Ça fait 10 ans que je fais ce métier, voire 15 ans. Tous les jours, j'en apprends encore et j'en apprendrai tous les jours puisque c'est tout le charme de mon métier. Donc, celui qui veut rentrer dans cette logique-là, c'est tout le mal que je lui cède puisqu'il y a véritablement matière à faire. Mais là, il faudra véritablement organiser une mutation des méthodes, se spécialiser là-dessus. Il y a un espace clairement identifié, mais cet espace nécessitera véritablement de donner de soi et de pouvoir se spécialiser. Donc, on arrive à la troisième situation. La troisième situation, c'est, je reprends mon exemple de tout à l'heure, je constate qu'il faut racheter des trimestres pour un client. La question, c'est dans la phase d'accompagnement, qui concrètement va l'aider à racheter ses trimestres. Donc là, on est dans l'administratif pur et dur, avec le caractère rigoureux d'un suivi strict et opérationnel. Auprès de qui? Comment je fais? En gros, quelque part, je me substitue au client. Donc on résume, tu as le lanceur d'alerte. Donc ça, tout le monde peut le faire, lancer des alertes. Là, en gros, c'est... Tu connais les 15 questions, en gros, tu peux détecter. Donc après, bon, il y a l'application qu'on va vous envoyer, Weedil, qui le permet, mais vous regardez les vidéos d'Olivier Bourbier, vous serez aussi en mesure de le faire. Donc on a ça, ok? Déjà, testez-le pour vous, rien que ça. Testez-le pour vous. Vas-y. Faites-le et vous verrez que vous êtes vous-même votre propre lanceur d'alerte. Donc, lanceur d'alerte. Ouais. Ensuite, celui qui va être en rédactionnel de l'étude, la préco. Là, je ne te cache pas que c'est un vrai métier, mais... donc là, on peut s'adresser à toi. On s'adresse à moi ou on passe par ta structure, mais oui, donc effectivement. là, on vous expliquera aussi comment. Ouais. Et puis derrière, l'accompagnement. Donc la mission, quoi. En réalité, faire la mission. Faire la mission, exactement. Et la dernière situation, c'est de se dire, une fois que la mission est faite, les préconisations. Donc en gros, j'ai été le médecin, vous devenez quelque part les pharmaciens, charge à vous de faire les préparatifs ou les préparations par rapport au dosage que je vous aurais donné, et à un moment donné de dire, bah voilà, il faut changer de statut, il faut se renseigner auprès d'un tel se rapprocher, bref, tout le mode opératoire d'accompagnement. Donc soit en mission complémentaire de ce que vous faites déjà, soit en mission d'appel, puisqu'après ça vous permet de proposer d'autres missions. Bah merci en tout cas Olivier pour toute cette thématique. Vous retrouverez beaucoup de choses dans l'email qu'on va vous envoyer pour vraiment compléter. Et dernière chose, parce que je sais que pas mal de gens nous regardent et se posent la question à savoir si à un moment, évidemment, ça les intéresse de rejoindre IDIL ou des autres formes de collaboration que nous avons. Ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Ça se passe juste super bien. Pour être très clair, j'ai été comme vous, c'est-à-dire que j'ai été consultant qui se cherchait un peu, qui essayait de trouver son mode opératoire. La force d'IDIL et la force d'Odile, c'est, donc sans être dans la flatterie, c'est de dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va à l'essentiel. Donc, allant à l'essentiel, ça oblige à devenir juste performant. Et la performance, ça va passer par la capacité à identifier ce qu'attend le chef d'entreprise, à identifier ce qu'attendent les partenaires et de trouver le discours juste sans fioriture. C'est-à-dire se dire, voilà, je suis efficace. Ça, c'est ce que toi, tu m'as appris. Et à travers ce qu'on a évoqué, on s'est rendu compte qu'il y avait un effet boomerang. C'est que ce qui m'avait été donné par ta capacité à me dire, sois efficace, a formalisé un mode opératoire qui aujourd'hui permet aux consultants, et donc moi dans mon métier tous les jours par rapport aux experts comptables, d'être juste super efficace. Juste pour information, quand je travaille avec les experts comptables et qu'on va identifier les dossiers, j'ai un taux de transformation de l'ordre de 90%. Bravo. Donc, ça, beau, on y est là et c'est pas... Mais voilà, il faut, oui, après, y aller. Il faut du temps et il faut donner de soi. Exactement. Ça ne vient pas tout seul. Bah, en tout cas, merci Olivier. Et on aura vraiment encore une fois le plaisir de vous envoyer des vidéos complémentaires. On refera des webinars, peut-être aussi avec Olivier, mais avec d'autres personnes avec qui je travaille, d'autres consultants.
Et voilà, donc bonne journée à tous, bonne continuation et à bientôt. Merci Odile. Au revoir.